Alors, on arrive au quatrième cours qui concerne donc le tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral, c'est un constituant du système nerveux central. C'est un lieu de passage obligatoire de toutes les informations et sensorielles et motrices. C'est-à-dire toutes les voies qui vont, donc les voies ascendantes ou bien les voies descendantes, les voies qui vont provenir du cortex qui sont descendantes ou bien qui vont arriver au cortex, elles doivent passer par le tronc cérébral. C'est un relais obligatoire. Et même il contient plusieurs noyaux, c'est des noyaux que des voies vont faire relais, avec relais. Donc c'est pour ça que le tronc cérébral c'est un lieu de passage obligatoire. Donc le tronc cérébral il est formé par 3 constituants. On a le mésencéphale, on a au milieu le pont ou bien la protubérance, et tout en bas on a le bulbe ou bien la moelle allongée. Donc au niveau du bulbe, il va y avoir la décussation des pyramides. Donc le bulbe, il est constitué par des pyramides bulbaires et tout en bas, on a le croisement, bien la décussation des pyramides. On a aussi des faisceaux de substances blanches qui vont relier le cervelet, le bulbe, il va assurer bien le tronc cérébral, il va assurer la communication du cervelet qui est isolé. Le cervelet, il est isolé, il est situé tout en arrière. Donc le bulbe ou bien le tronc cérébral, il va essayer de faire communiquer le cervelet avec le reste du système nerveux central, avec des substances blanches, voilà, des faisceaux, voilà. Donc on a plusieurs noyaux. Le tronc cérébral est formé par plusieurs noyaux. On a ces noyaux-là. Donc on a plusieurs, on a le noyau gracile, cunéiforme, donc qui concerne la voie lemniscale, on a des noyaux du pont, on a fastigial, enfin on a plusieurs noyaux, on a plusieurs noyaux, on a de la substance noire, on a le rubrique, voilà, non le fastigial c'est au niveau du cervelet, voilà. Donc ces noyaux-là vont assurer plusieurs fonctions, on a des fonctions autonomes, donc il présente au niveau du tronc cérébral le centre cardiaque, centre vasomoteur, respiratoire, des activités de déglutition, le vomissement, l'éternuement. Voilà, il va assurer plusieurs fonctions autonomes, cognitives aussi, réflexes visuels, auditifs. Voilà, donc ces noyaux-là vont assurer plusieurs fonctions. Alors, pour le système extrapyramidal, lorsqu'on dit un système extrapyramidal, on veut dire par extrapyramidal, c'est le fait que ces faisceaux ne vont pas provenir du cortex. Ces faisceaux, parce que lorsqu'on dit pyramidal, c'est par rapport à la couche pyramidale du cortex. Mais lorsqu'on dit extrapyramidal, ça provient d'autres régions, comme le tronc cérébral, le cervelet. Donc c'est des faisceaux qui ne proviennent pas du cortex. Donc on peut dire qu'elles proviennent, par exemple, à partir des noyaux gris centraux, peut-être, parce que c'est extrapyramidal, parce que pyramidal, c'est au niveau du cortex. Mais extrapyramidal, on va trouver ces noyaux au niveau du tronc cérébral, au niveau du cervelet, mais là, on va parler de ces faisceaux. Donc, on a le faisceau vestibulo-spinal, on a le faisceau réticulo-spinal antérieur, donc, pourquoi vestibulo et réticulo? Donc vestibulo c'est par rapport au noyau vestibulaire, réticulo c'est par rapport au noyau d'éther et la réticulée pontique, c'est-à-dire on va le trouver au niveau du pont du tronc cérébral. Donc ce sont les noyaux, c'est un contingent antérieur. Donc on a un contingent antérieur et on a un contingent postérieur. Pour le contingent antérieur, il est constitué par ces deux faisceaux, vestibulo-spinal et réticulo-spinal. On voit que c'est écrit spinal à la fin, c'est-à-dire elle va traverser la moelle épinière. Voilà, donc ces fibres-là, ou bien ces faisceaux-là vont donc innerver ou bien vont innerver les muscles axiaux de la posture, ils vont assurer l'innervation des muscles axiaux de la posture et les extenseurs. Ça, c'est pour le contingent antérieur du système extrapyramidal. On a deux faisceaux, c'est tout. Pour le contingent postérieur aussi, on a deux faisceaux, c'est tout. On a le faisceau rubro-spinal et on a le réticulo-spinal. Rubro, c'est par rapport au noyau rouge du tronc cérébral, et réticulo-spinal, donc c'est par rapport à la réticulée bulbaire. Donc on voit que ces faisceaux-là, ce système extrapyramidal, provient complètement du tronc cérébral, parce que les noyaux, voilà, ils sont situés au niveau du tronc cérébral. On a le noyau rouge, la substance réticulée, le noyau vestibulaire, voilà, donc c'est ça. C'est un système extrapyramidal qui ne provient pas du cortex, qui provient du... leurs faisceaux, leurs noyaux sont situés au niveau du tronc, c'est pour ça. Donc ces deux faisceaux-là, ils sont responsables de l'innervation des muscles fléchisseurs distaux. C'est ces deux faisceaux-là, rubro-spinal et réticulo-spinal latéraux. Ils sont latéraux tous les deux.
Voilà. La formation réticulée, donc on doit bien sûr parler de la formation réticulée parce qu'elle a un rôle très important, elle est très importante. Elle est impliquée dans la vigilance, dans le cycle éveil-sommeil. Donc elle est homologue, on dit qu'elle est homologue, elle ressemble à la substance grise comportant des neurones ni sensitifs ni moteurs. Elle est médiale et ventrale sur toute la hauteur du tronc cérébral, mais elle est surtout trouvée au niveau du bulbe, du pont, voilà. Elle est impliquée dans le cycle éveil-sommeil, la vigilance, elle va activer le système de l'éveil, système réticulaire activateur ascendant, voilà, c'est ça l'activateur ascendant qui va activer le cortex. Elle va assurer aussi d'autres fonctions comme la coordination motrice et le contrôle postural de la posture par ses faisceaux réticulospinaux, voilà, ces faisceaux réticulospinaux, on a réticulospinal antérieur et on a un autre latéral. Voilà, donc à travers ces deux faisceaux, elle va assurer la coordination motrice et le contrôle de la posture avec ces deux faisceaux, réticulospinal antérieur et latéral. D'autres actions comme des activités motrices oropharyngées et oculaires avec les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Donc elle va assurer d'autres activités motrices oropharyngées et oculaires, donc qui concernent l'œil, qui concernent la déglutition, voilà, donc c'est des activités motrices. C'est avec ces noyaux moteurs des nerfs crâniens. Voilà, c'est ça la formation réticulée. Donc là, on vient de finir. Ce cours, il est très court. Il n'y a pas vraiment donc ce sont les notions les plus importantes dans le cours du tronc cérébral. C'est surtout la voie extra-pyramidale et ses faisceaux. Il faut comprendre ça. Et la formation réticulée. Passons maintenant au 5e cours, qui est le cours de la somesthésie et la douleur. Donc c'est un cours très important qui va maintenant. Là, on va bien faire la différence entre la voie léminiscale et extraléminiscale. C'est très important. Donc la somesthésie, c'est le système de la sensibilité qui véhicule les infos sur le corps à travers une voie afférente ascendante, sensitive, vers le cortex de la somesthésie. Donc, on a deux types de sensibilité. On a une sensibilité consciente et on a une sensibilité inconsciente. Pour la sensibilité consciente, donc elle va impliquer deux voies. On a la voie léminiscale et la voie extraléminiscale. La voie extraléminiscale elle-même, elle est retrouvée à différents niveaux. On a une voie extéroceptive, on a proprioceptive, interoceptive et nociceptive. Donc, il faut savoir que la voie extraléminiscale, c'est la voie de la douleur. Donc, c'est une voie, on dit, la sensibilité thermoalgique de la douleur. Et bien sûr que la douleur, elle est retrouvée partout. On peut avoir mal partout. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a plusieurs parties ou bien plusieurs niveaux. Extéroceptif, c'est l'extérieur. Proprioceptif, c'est les muscles, voilà. Interoceptif, c'est les viscères. Nociceptif, c'est la douleur, tout simplement. Alors, les niveaux de la sensibilité. Donc, la sensibilité, comment elle est... elle va passer par plusieurs niveaux. On a tout d'abord une sensation. Le premier niveau, c'est la sensation. On va sentir cette douleur. Sensation des stimuli externes et internes. Par exemple, des picotements, des pincements, quelque chose qui est chaude, je sais pas. Ça, c'est le premier niveau, c'est la sensation. Le deuxième niveau, c'est la perception. C'est l'interprétation qui se fait au niveau des centres de la somesthésie, bien sûr. Voilà. Alors, voici... donc, on a le système léminiscal et le système extraléminiscal. Pour le système léminiscal, c'est le tact. Donc là, c'est juste une petite différence entre les deux. C'est pour le tact épicritique, le tact fin, la sensibilité profonde et proprioceptive. Lorsqu'on dit profond, c'est proprioceptif, c'est la même chose. Le système extraléminiscal, il est responsable de la sensibilité thermoalgique, de la douleur, du tact protopathique, du tact grossier. Voilà. Alors, on a cette phrase qui est très importante et que j'ai trouvée même dans un QCM. L'épreuve de compas de Weber, c'est une épreuve qu'on va utiliser pourquoi ? Pour évaluer le pouvoir discriminatif tactile. C'est ça son but. Voilà. Tout simplement, c'est une épreuve normale. Alors, on va classifier ou bien on va classer les fibres afférentes, les fibres qui vont véhiculer cette voie sensitive. Bon, on a déjà parlé dans la partie précédente que la voie léminiscale, c'est une voie rapide, myélinisée. Donc ça va nous intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'on a des fibres myélinisées, des fibres qui ne sont pas myélinisées ou bien qui sont peu myélinisées.
Donc on va comprendre que les fibres myélinisées, c'est surtout pour la voie lemniscale. C'est pour ça, parce c'est une voie rapide. Alors, on a des fibres, voilà, pour donc la peau. Donc on a des fibres cutanées. Il y a des fibres qui proviennent du muscle et du tendon, donc musculo-tendineux. Et là, on va parler de leur vitesse. On a des fibres de gros diamètre et qui sont myélinisées. On a le type A-bêta au niveau de la peau. Et on a 1 et 2, ou la A-alpha, au niveau du muscle. Ces fibres-là, elles sont grosses lorsque le diamètre il est important et en plus du diamètre important, elles sont myélinisées. Là, la vitesse, elle va être très importante. Donc, elles vont conduire avec une vitesse très importante de 100, voilà, entre 100 et 60 mètres par seconde. Pour le deuxième type, bien la deuxième classe, on a les fibres de petit diamètre qui sont myélinisées. C'est-à-dire elles sont petites mais myélinisées. On a les A-theta au niveau de la peau et on a 3 donc les fibres 3 pour le muscle. Et elles vont conduire avec une vitesse moyenne, 25 mètres par seconde. On a un troisième niveau, bien une troisième classe, ce sont les fibres de petit diamètre et ne sont pas myélinisées en même temps. Amyélique et petit. Donc là, la vitesse, elle va être très lente. Il n'y a pas quand même une vitesse. On a les fibres du groupe C, au niveau de la peau. Ces fibres-là qui vont conduire cette information sensitive, ce sont les fibres C. Et pour le muscle et les muscles tendineux, ce sont les fibres du groupe 4. Et leur vitesse, elle est très basse. C'est ça. Et cette information technique, je l'ai trouvée dans un QCM. Les fibres du groupe 4, ce sont les fibres qui conduisent le moins rapide. Ce sont les fibres du groupe 4. Voilà. Elles sont petites et amyéliniques. On a une organisation de cette voie, la voie lemniscale et extralemniscale. L'organisation, elle est en général, elle est pareille pour les deux. C'est-à-dire, c'est la même chose pour les deux. En organisation générale, on a 3 neurones et 2 relais. On a déjà parlé de ça la partie précédente. On a 3 neurones et 2 relais. C'est la même chose. On a le premier neurone qui va conduire, pour la voie lemniscale, on a dit que on avait le faisceau de Gold et de Burdak. Gold, c'est pour le membre inférieur et Burdak, c'est pour le membre supérieur. Ensuite, c'est pour la voie lemniscale. Mais pour la voie extralemniscale, on a d'autres faisceaux. Donc, ces fibres-là vont faire un premier relais. Ce relais, on a mis ici le relais, il est situé dans un système nerveux central. On n'a pas précisé parce qu'il est variable. Parfois, on va le trouver au niveau du bulbe, parfois au niveau de la moelle épinière. Donc, ça diffère. C'est pour ça qu'on a mis seulement système nerveux central. Mais en général, on dit que c'est au niveau du bulbe, le premier relais. Ensuite, on a un deuxième relais qui est constant. On va toujours le trouver au niveau du thalamus. Donc là, on a un deuxième neurone entre les 2 relais. Et au niveau du thalamus, il va y avoir la naissance d'un dernier neurone. C'est le 3e neurone qui va se terminer au niveau du cortex. Et là, ça se finit, la voie de la sensibilité. C'est comme ça l'organisation générale de cette voie. Le cortex de la somesthésie, c'est le siège de la discrimination tactile. En cas d'atteinte de ce cortex, on a deux parties. On a le somesthésique primaire et secondaire. Donc, en cas d'atteinte de ce cortex, on va avoir ce qu'on appelle l'astéréognosie. C'est quoi la stéréognosie? Déjà, on va comprendre ce que c'est la stéréognosie d'abord. C'est la reconnaissance des objets par leur forme. Et lorsqu'on perd cette stéréognosie, on dit que c'est une astéréognosie. On va plus reconnaître les objets par leur forme. Par exemple, si tu prends un ballon ou là une pomme, tu vas reconnaître que c'est un objet qui est sphérique, tu vas reconnaître normal, ou bien un truc c'est un objet qui est cubique, ça dépend. L'essentiel, tu vas reconnaître, même si tu fermes tes yeux. Mais lorsqu'il y a une atteinte du cortex somesthésique, là, il va y avoir ce qu'on appelle l'astéréognosie, on va plus reconnaître les objets par leur forme. Voilà. Par le toucher, c'est ce qu'on veut dire, parce que c'est ça, c'est la sensibilité, c'est le toucher. C'est ça, la discrimination tactile, c'est pour ça. Alors, l'homunculus est la notion de la somatotopie. Donc, la somatotopie, c'est le fait de projeter, c'est une projection d'un organe périphérique au niveau du cortex. Donc, par exemple, moi, la main, je vais la projeter au niveau du cortex de la somesthésie. Je vais lui donner un niveau spécifique au niveau du cortex. Et ce niveau, je vais pas lui donner parce qu'elle est grande ou elle est petite. Non, c'est par rapport à son action, par rapport à sa sensibilité.
lorsqu'on parle de la somatotopie. Ensuite, on va voir technique, on a l'homunculus de Penfield de la motricité. C'est pas, on a pour la sensibilité, pour la motricité, c'est-à-dire on a l'homunculus moteur et l'homunculus sensitif. Pour l'homunculus sensitif, c'est la sensibilité. On va projeter les organes périphériques qui vont capter la sensibilité. Par exemple, la main, comme j'ai dit. Donc, je vais lui donner une zone spécifique au niveau du cortex de la synesthésie par rapport à sa sensibilité, tout simplement. Et pour la motricité, c'est par rapport à son action, à ses mouvements. Par exemple, comme ce qu'on a vu le cours, on a vu que les mains occupent une partie très importante au niveau du cortex moteur. Lorsqu'on a fait leur projection au niveau du cortex moteur, on a trouvé que les mains occupent un niveau très important. Pourquoi? Parce qu'elles assurent énormément de mouvements. Elles assurent beaucoup de mouvements. Donc, bien sûr, elles vont occuper une partie très importante. Voilà. C'est ça. Donc, cette représentation va donner, elle nous a permis, donc elle a permis aux scientifiques de former ce qu'on appelle l'homunculus. C'est un petit bonhomme représenté grâce à cette projection. Donc, on a donné les mains très grosses. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ça l'homunculus. Ce petit bonhomme, on l'appelle homunculus. On voit que il n'est pas du tout symétrique. Enfin, il est symétrique, mais il n'est pas comme l'homme normal. Pourquoi? Parce qu'on a fait cette représentation grâce à la somatotopie. On a donné, donc voilà, vous voyez ici la main, elle occupe une partie très importante. La langue aussi, elle assure plein de mouvements. La bouche, donc voilà, c'est ça. C'est ça la représentation somatotopique. Donc, alors, la douleur a plusieurs composantes. On a une composante sensorielle, motrice, végétative et affective. C'est par rapport à quoi? Sensorielle, c'est lorsqu'on ressent la douleur. Motrice, lorsqu'on agit. Végétative, par exemple, lorsqu'on a du mal quelque part, par exemple, là, je vous donne un exemple. Nos lèvres, elles vont devenir sèches, par exemple. Bien non. Donc ça dépend. Voilà, c'est ça la composante végétative. Elle va impliquer le système nerveux végétatif, avec ces deux composantes, sympathique et parasympathique. Donc voilà, lorsqu'on a du mal, par exemple, notre bouche va être sèche. C'est ça. Affective, elle est très variable, parce que chaque personne, elle est différente. Il y a des gens qui sont plus affectifs, et d'autres qui ne sont pas. Il y a des gens qui vont réagir à la douleur d'une façon un petit peu excessive, peut-être extrême, ça dépend. Donc c'est ça la composante affective. Ça concerne l'affection, l'état psychique de la personne, c'est ça. Donc c'est ça les composantes de la douleur. Alors, la douleur, elle peut être rapide et vive, passagère aussi, ou bien elle peut être tardive, lente et sourde. Donc, lorsqu'elle est rapide et vive, elle est conduite par les fibres A, θ. Mais lorsqu'elle est tardive, lente et sourde, elle est conduite par les fibres C. Et on a vu que les fibres C, ce sont les fibres qui conduisent le moins rapide. Et les fibres A, ce sont les fibres qui conduisent plus rapidement. Voilà. Et je vous rappelle, la voie lemniscale, c'est elle qui va conduire le plus rapide. Voilà. Voilà, donc la douleur, pour engendrer ou pour provoquer une douleur, on a des sensibilisateurs, ou des sensibilisants qui vont provoquer cette douleur. Ce sont des substances algogènes, on dit, comme la bradykinin, la prostaglandine, l'histamine. Elles vont provoquer une réaction inflammatoire, par exemple, et donc elles vont provoquer une douleur. L'hyperalgésie, non, l'hyperalgésie, c'est tata. Donc les désensibilisants, donc ce sont des substances qui vont désensibiliser la douleur, qui ne vont pas provoquer la douleur, qui vont amortir la douleur, comme la galanine et les opioïdes. On a l'endomorphine et la morphine. Voilà. Alors, l'hyperalgésie, donc on a deux notions ici qui sont très importantes.
Donc on a parlé de la douleur, mais lorsqu'il s'agit d'une hyperalgésie, c'est une diminution des seuils des nocicepteurs et la perception, elle sera plus forte avec un même stimulus. C'est-à-dire un même stimulus, il va provoquer une douleur très forte. L'allodynie, c'est une perception douloureuse par un stimulus indolore, qui est normalement indolore, comme le coup de soleil. Voilà, c'est un stimulus qui n'est pas douloureux, qui ne fait pas mal, mais il y a des gens qui vont le percevoir douloureux. Et c'est l'allodynie. Alors la douleur viscérale, elle va faire relais au niveau de la moelle épinière et remonter avec la voie lemniscale dans la colonne dorsale. Donc la douleur viscérale provient des viscères, les différents viscères, l'estomac, les intestins, le côlon, voilà. Donc les viscères vont envoyer leurs fibres qui vont monter avec la moelle épinière et ils vont faire relais au niveau de la moelle épinière avec la voie lemniscale et ils vont remonter dans la colonne dorsale. On a ici on a une indication de la myélotomie de la ligne médiane. Donc ça concerne les douleurs qui sont intolérables. Lorsque la douleur elle est intolérable, elle est insupportable, on va faire une myélotomie. C'est une section d'une partie de la moelle épinière pour diminuer la douleur. Parce que c'est à travers la moelle épinière que la douleur va augmenter. Voilà. Alors, donc maintenant on va parler du contrôle segmentaire, c'est-à-dire le contrôle de la douleur. On a la théorie du gate control, donc la voie lemniscale médiale, elle va donner une collatérale qui va exciter un interneurone inhibiteur et qui inhibe la voie spino-réticulaire. C'est-à-dire, donc là, donc notre corps a des contrôles pour un petit peu diminuer la douleur. Donc c'est la voie lemniscale. Donc pour le contrôle segmentaire, il est assuré par la voie lemniscale. Ensuite, on a un contrôle suprasegmentaire qui est assuré par le cortex, bien évidemment, la substance grise. La substance grise périaqueducale. Pour le contrôle segmentaire, c'est la voie lemniscale qui va un petit peu diminuer la douleur. Comment elle va faire? Donc elle va donner une collatérale avec ses fibres. Pour exciter un interneurone. Cet interneurone, c'est un interneurone inhibiteur. Il va inhiber la voie spino-réticulaire. C'est la voie qui va conduire la douleur. Donc c'est ces fibres-là, fibre A-θ pour la voie lemniscale et les fibres C pour la voie spino-réticulaire. Donc voilà, c'est ça. C'est la voie lemniscale. Elle va donner une collatérale. Elle va activer un interneurone. L'interneurone, lorsqu'il va voir la voie de la douleur est en train d'arriver, il va l'inhiber. Voilà. Le contrôle suprasegmentaire, donc on a la substance grise périaqueducale au niveau de la formation réticulaire, elle va sécréter des encéphalines qui vont stimuler les noyaux du raphet de la moelle allongée, qui sécrètent de la sérotonine, qui va agir sur la corne dorsale de la moelle épinière en inhibant les afférences spinothalamiques et en excitant les interneurones inhibiteurs pour inhiber la substance P. La substance P, c'est la substance pain qui est sécrétée en cas de douleur, voilà, sécrétée par les afférences spinothalamiques. Donc, ces interneurones vont inhiber la substance P pour ne pas engendrer une douleur. Donc, c'est ça. On a des encéphalines sécrétées par cette substance grise. Ces encéphalines vont aller activer les noyaux du raphet au niveau de la moelle allongée ou bien le bulbe du tronc cérébral. Ces noyaux du raphet vont sécréter la sérotonine. La sérotonine, c'est elle qui va descendre, elle va agir au niveau de la colonne dorsale ou bien la corne dorsale de la moelle épinière, va inhiber les afférences spinothalamiques. Voilà. Alors, on a les syndromes, donc on va finir ce cours par les syndromes. Donc on a le syndrome cordonal postérieur, c'est-à-dire le syndrome est situé au niveau des cordons postérieurs de la moelle épinière et on sait que au niveau des cordons postérieurs, on a la voie lemniscale. Donc, il va donner, donc c'est un syndrome homolatéral parce que la voie lemniscale n'a pas encore d'éQC, donc il est homolatéral, il va rester du même côté si le trouble ou bien la lésion, voilà. Donc si la lésion est située au niveau du côté gauche, et ben le syndrome il va rester au niveau du côté gauche. Si c'est au niveau du côté droit, et ben ce sera le syndrome homolatéral du côté droit. Va provoquer des paresthésies, voilà, des douleurs, le signe de l'hermite,
des décharges électriques. Un déficit sensitif sous-lésionnel est dissocié. Sous-lésionnel, c'est-à-dire en dessous de la lésion. Si la lésion est située ici, et ben, le déficit sensitif, yani la perte sensitive, elle sera sous la lésion. Voilà. Donc, pour le syndrome de Brown-Séquard, on dit que c'est une lésion hémimoelle. Yani tout le côté, toute l'hémimoelle, toute la moitié de la moelle épinière, elle est lésée. Là, on a 3 syndromes. On a dit un syndrome, ou bien j'aurai une paralysie homolatérale. C'est pour le syndrome pyramidal homolatéral, parce que les faisceaux pyramidaux vont arriver, ils vont pas décusser au niveau de la moelle épinière. Donc le syndrome il va rester homolatéral, une paralysie, une perte de la motricité, parce que c'est la voie pyramidale, c'est elle qui commande la motricité, donc je vais perdre la motricité pour le cas de cette lésion. J'aurai aussi une perte de la sensibilité épicritique homolatérale, parce que l'hémimoelle, elle est aussi, donc elle va permettre le passage de la voie lémniscale, et donc la sensibilité épicritique, donc la voie lémniscale, c'est elle qui conduit la sensibilité épicritique. Donc, j'aurai une perte de la sensibilité épicritique homolatérale, du même côté. Je vais la perdre. Parce qu'elle n'a pas d'éQC aussi. Mais donc en revanche, pour la perte, pour la voie extralémniscale, qui elle va décusser, là, j'aurai un syndrome ou une perte de la sensibilité thermoalgique contralatérale. Parce qu'il y a une décussation. C'est pour ça. Voilà. Donc voilà, juste pour se rappeler un petit peu, ça, donc c'est au niveau de l'hémimoelle qu'on a la lésion. Toute cette moitié de la moelle épinière elle est lésée, puisque le spinothalamique va décusser. Il va croiser. Donc tout ce qui était droit, il va devenir gauche. C'est pour ça qu'on va avoir un syndrome contralatéral. Pour le cordonal postérieur, il va rester du même côté. Donc le syndrome, il est ou bien homolatéral. Pour le faisceau pyramidal aussi, ne va pas décusser, il va comme ça, il va descendre comme ça, du même côté. Donc, j'aurai aussi un syndrome pyramidal du même côté, une paralysie homolatérale du même côté. Voilà. Donc, le troisième syndrome, c'est le syndrome syringomyélique. Donc, le syringomyélique, c'est la partie centrale de la moelle épinière. Donc, c'est celle-là. Voilà, syringomyélique ou bien syrinx, c'est la cavité en plein milieu de la moelle épinière. Et puisqu'on sait que c'est la voie extralémniscale, bien, extralémniscale, c'est elle qui va décusser, elle va décusser lorsqu'elle arrive, donc lorsqu'elle arrive comme ça, et elle va décusser pour devenir ici. Elle va décusser, donc si j'ai une lésion ici, et ben j'aurai une perte de cette voie, comme ça. Donc on va avoir un déficit sensitif. Complètement, un respect de la voie lémniscale, donc la voie lémniscale n'est pas touchée. C'est un déficit suspendu, c'est-à-dire il est situé dans un même étage, un seul étage, voilà, c'est suspendu, un seul étage, et il est dissocié aussi. Donc on voit que les deux syndromes qui sont dissociés, c'est bien le syringomyélique et le cordonal postérieur. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Le dernier syndrome, c'est le syndrome thalamique. C'est un syndrome donc qui va provoquer des douleurs thalamiques, des hyperpathies, des renforcements, déficit sensitif discriminatif, des troubles moteurs. Il va toucher, donc il va pas vraiment toucher la température et la douleur, donc la thermoalgésique, c'est la voie extralémniscale, il va pas vraiment toucher ça, c'est pas majeur. On a dit que plus ou moins la température et la douleur. Donc voilà.